Salut, c'est Chloé et aujourd'hui je vais vous parler de comment la maison Gucci est passée du summum du luxe italien It was a name that sounded so sweet, so seductive. Come, meet the family. Hey everybody, this is Patrizia. à une marque avec beaucoup de difficultés financières. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Vous avez été énormément à aimer ma vidéo sur les actualités mode et luxe et dans cette vidéo je vous avais dit que j'allais parler des stratégies marketing des maisons. Donc on commence aujourd'hui avec la maison Gucci et il y a beaucoup de choses à dire. Gucci c'est une marque qui est détenue par le groupe Kering, c'est le numéro 2 du luxe mondial juste derrière LVMH et dans le groupe Kering il y a des marques comme Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta et Saint Laurent. Et la maison Gucci ça a presque toujours été la marque qui fonctionne le mieux dans le groupe Kering. À certains moments, Gucci représentait même 50% du chiffre d'affaires du groupe et ça c'est énorme. Et depuis quelques mois, la maison Gucci, elle est en perte de vitesse, elle a de très grandes difficultés financières et ça c'est très mauvais pour les résultats globaux du groupe Kering, surtout qu'il y a une crise du luxe qui est assez latente. J'en ai parlé dans la vidéo actualité mode et luxe, mais cette crise, elle ne touche pas toutes les maisons non plus. Il y a des concurrents comme Chanel ou comme Hermès qui s'en sortent encore très bien. LVMH, ils ont subi un ralentissement, les chiffres ils sont un peu moins bons qu'avant, mais c'est pas une crise qui a une telle ampleur que celle que connaît le groupe Kering actuellement qui est en difficulté. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Gucci ces dernières années et on va essayer de comprendre comment la marque est passée d'une des plus grandes maisons de luxe italiennes à une marque qui a de très grosses difficultés financières et qui est beaucoup moins compétitive que d'autres concurrents du marché du luxe. Gucci, c'est une marque qui a été créée en 1921 à Florence par Guccio Gucci et c'est une marque de luxe artisanale italienne. La clientèle de Gucci, elle était très aisée, c'était des cavaliers parce que la marque, elle a vraiment son origine dans l'équitation, des membres de la jet set européenne de l'époque et également des aristocrates de toute l'Europe. Les matériaux utilisés pour produire les pièces, ils étaient très nobles comme le cuir, la soie, le bambou. C'est à ce moment-là que Guccio Gucci a créé les intemporels de la marque, comme le sac bambou, comme le sac Horsebite aussi dont je vous parle assez souvent. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là que la marque a créé ses fondations, ses premières boutiques, ses intemporels et que c'est vraiment devenu une maison de luxe. Ensuite, dans les années 90, il y a eu tous les conflits internes de la famille Gucci. On le voit très bien dans le film House of Gucci. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Là, on va passer assez vite là-dessus parce que le but de cette vidéo, c'est pas de vous raconter toute l'histoire de la maison Gucci, mais c'est vraiment de comprendre quelles sont les fondations de la marque et comment la marque a évolué en termes de style, en termes de distribution, en termes de stratégie et en termes de communication. Après plus d'une dizaine d'années de conflits familiaux qui ont été des conflits très graves, je vous invite vraiment à regarder le film, tout est expliqué à l'intérieur. Gucci a été racheté par le groupe Kering dont je vous parlais au début de la vidéo et c'est à ce moment-là que le groupe Kering va un peu analyser la maison Gucci et voir que la marque est un peu en déclin. Dans les années 2010, les ventes de Gucci vont vraiment stagner. La marque, elle est vraiment vue comme une marque vieillissante. Les clients, c'est des personnes très aisées mais assez âgées. Et du coup, la jeune génération s'est vraiment détournée de la marque Gucci. Ils sortent moins de nouvelles pièces, moins de nouvelles collections. Et c'est une marque qui est un peu en déclin. Donc le groupe Kering va réfléchir à des stratégies pour relancer la marque. Et c'est vraiment en 2015 que la maison Gucci va se relancer avec Alessandro Michele comme nouveau directeur artistique de la marque. Alessandro Michele, il va totalement changer l'image de Gucci. Sous sa direction artistique, la marque, elle va devenir plus jeune, plus tendance. Enfin, ça va devenir la marque préférée de la jeune génération. Et le succès commercial de Gucci va vraiment être incroyable. Entre 2015 et 2019, les ventes vont augmenter de 136%. Et c'est vraiment énorme. Alessandro Michele, il va vraiment rendre la marque Gucci plus mode, plus tendance. Il va casser les codes du luxe pour donner un nouvel air à la maison. Que comme je l'ai dit juste avant, Gucci, c'était une marque qui était vue comme très vieillissante, très traditionnelle. La clientèle de Gucci, c'était une clientèle très aisée, assez âgée et pas du tout une clientèle qui suit la mode, qui suit les tendances. Et Alessandro Michele, il va vraiment prendre les basiques de Gucci, les twister un peu pour les rendre beaucoup plus tendance et beaucoup plus désirables pour la jeune génération. On peut le voir avec la transformation des mocassins Jordan, c'est le mocassin iconique de Gucci avec le mors, vous savez. Alessandro Michele, il va couper le bout de la chaussure pour en faire une mule et il va rajouter de la fourrure à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire et des collections que faisait Gucci à l'époque, mais ça va cartonner. On va voir
beaucoup de stars porter ces mules. On va les voir partout sur les réseaux sociaux, dans les magazines People à l'époque. Et c'est avec ce genre de collection très avant-gardiste, très excentrique que Alessandro Michele va vraiment essayer de rajeunir Gucci. Entre 2015 et 2022, il y a plusieurs stratégies qui vont changer chez Gucci et qui vont expliquer le succès de la marque. Premièrement, Gucci a adopté une stratégie de luxe beaucoup plus mass market, alors que luxe et mass market, normalement, c'est des mots qui ne vont pas du tout ensemble, c'est des stratégies qui sont vraiment opposées. Mais à ce moment-là, et sous l'impulsion d'Alessandro Michele, la marque, elle va développer des collaborations avec des marques de grande distribution comme Disney, Adidas ou même The North Face. Ces collaborations inattendues, elles vont vraiment créer le buzz et avoir un énorme engouement. La plupart des pièces, elles vont être sold out très vite. Donc, c'est des bons paris sur le court terme. Mais sur le long terme, ça participe à détruire l'image luxueuse et inaccessible de Gucci. À ce moment-là, Gucci, ils vont chercher la viralité, le fait de vendre le plus rapidement possible, alors que les marques de luxe traditionnelles, elles vont plutôt chercher à mettre en avant leur savoir-faire, leur héritage et l'inaccessibilité de leurs produits. Deuxième stratégie, c'est que Gucci, ils vont s'appuyer sur des tendances de mode très éphémères, contrairement aux grandes maisons de luxe comme Hermès ou Chanel, qui là vont chercher l'intemporalité de leurs pièces. Entre 2017 et 2019, Gucci, ils vont capitaliser sur la tendance des logos oversize. On va voir plein de pièces avec des gros logos Gucci, des double G. On a vu beaucoup de t-shirts, de sweats, même des vestes de blazer avec le gros double G, le gros Gucci dessus. Je pense que vous vous souvenez, à cette époque, on voyait tous les rappeurs qui avaient des survêtements double G. Enfin, c'était vraiment la grande tendance et Gucci, ils sont allés en plein dedans, alors que des maisons de luxe comme Hermès ou Chanel, jamais ils sont rentrés dans cette tendance de mettre du logo, du monogramme partout, alors que c'était la mode et c'est ce qu'ils vendaient à ce moment-là. Mais ces marques-là, elles ont préféré rester fidèles à leur héritage et maximiser sur leur intemporel plutôt que de suivre une tendance qui est éphémère. Et pareil, à ce moment-là, sous Alessandro Michele, Gucci, ils vont beaucoup utiliser la stratégie de drop, c'est-à-dire de sortir une collection dans une quantité très limitée et dans un temps très limité. Et ça, c'est une stratégie qui, à l'origine, vient du milieu de la streetwear. C'est pas du tout des stratégies qui sont utilisées par les maisons de luxe. Donc, c'est vraiment pour vous montrer que Gucci, ils vont vraiment emprunter les codes de la streetwear et de la fashion un peu plus mass market par moment. Au niveau de la distribution, Gucci, elle va également changer sa stratégie. La marque, elle va être de plus en plus présente, elle va ouvrir de plus en plus de boutiques, et notamment en Asie, de plus en plus de corners dans des grands magasins, dans tous les magasins style Galeries Lafayette, Printemps, aussi dans les magasins comme Harrods en Angleterre, on a des corners Gucci, alors que par exemple Hermès, ils ont aucun corner dans les grands magasins, à part pour tout ce qui est parfumerie ou beauté, mais Gucci, ils vont multiplier les boutiques, les corners. Pareil pour ce qui est d'internet, déjà les marques du groupe Kering, ça va être dans les premières marques à vendre en ligne sur leur site, et les produits Gucci, ils vont être disponibles sur toutes les marketplaces qui revendent du luxe, comme Mytheresa, Net-à-Porter, Luisa Via Roma, Farfetch, etc. Et ça, pareil, c'est une stratégie qui est beaucoup plus employée par les marques de mode que les grandes maisons de luxe qui veulent contrôler un maximum leur distribution. Et même au niveau des produits et de leur pricing, ils vont essayer de développer de plus en plus l'entrée de gamme. C'est à ce moment-là qu'on va voir l'apparition de sacs comme le Gucci Marmont en velours. C'est des sacs qui vont être assez ostentatoires avec un gros logo double G et qui vont être faits en sorte d'être vendus à un prix assez accessible. Je crois que les Gucci Marmont en velours, ils étaient autour des 800-900 € lorsqu'ils ont été commercialisés dans ces années-là, 2015-2016. Et ça, le but, c'est de toucher une clientèle un peu plus large que l'ultra luxe. Donc, ils vont développer des sacs moins onéreux, des sneakers, parce que pareil, c'est moins onéreux que des souliers en cuir, des mocassins, etc. Donc, pour essayer d'avoir une entrée de gamme qui est beaucoup plus accessible à la nouvelle clientèle qu'ils vont cibler. Et cet élargissement de la distribution, ça fait que la marque perd de plus en plus d'exclusivité, alors que les maisons de luxe, ce qu'elles vendent en plus d'un produit, c'est vraiment ce sentiment d'exclusivité. C'est pour ça que la plupart des maisons comme Chanel, Hermès ou même une maison comme Delvaux, ils vont essayer de contrôler un maximum leur distribution, d'être vendus seulement dans leur boutique, d'être vendus aussi dans les grands magasins, mais seulement certains grands magasins qui sont scrupuleusement choisis et de limiter la vente sur Internet.
Par exemple, chez Hermès, il y a une boutique en ligne, hein, mais on peut pas acheter les sacs sur la boutique en ligne ou parfois ils vont rajouter un picotin par-ci par-là, mais on va pas pouvoir tout acheter sur le site e-commerce. Chez Chanel, on peut même pas acheter en ligne. Enfin, vous voyez, dans ce type de marque-là, qui ont vraiment une stratégie vraiment luxe et pas mode, la distribution est contrôlée vraiment scrupuleusement, alors qu'à ce moment-là, Gucci, ils ont vraiment voulu augmenter la massification des pièces, augmenter le nombre de clients et du coup les rendre disponibles partout. Et dernier point que je voulais aborder, c'est la communication qu'a adopté la marque dans ces années entre 2015 et 2022 qui s'apparente beaucoup plus à une communication d'une marque de mode qu'à une marque de luxe. On le voit dans le choix des égéries qui sont des personnes très tendance en ce moment, vraiment des personnes de la pop culture comme Harry Styles, Jared Leto ou même Billie Eilish. C'est vraiment des personnes très tendance du moment et c'est pas des égéries qui sont des iconiques comme une Jane Birkin pour Hermès, qui n'a même jamais été égérie d'Hermès. C'était une cliente à la base, elle a co-créé son sac, et du coup, il y a vraiment tout cet imaginaire d'Hermès avec Jane Birkin, mais c'est pas juste une personne à qui on a donné un sac et qu'on a fait poser pour une campagne. Je sais pas si vous arrivez bien à saisir la différence, mais je trouve qu'elle est fondamentale dans la manière dont la marque communique. Et la différence de communication, on le voit aussi dans la présence massive sur les réseaux sociaux. Gucci, ils sont présents partout, sur Instagram, sur TikTok, sur WeChat aussi, qui est un réseau social chinois, et ils vont publier énormément de contenu sur tous ces réseaux sociaux, alors que les marques de luxe un peu plus traditionnelles, elles ont été plus friandes à aller sur les réseaux sociaux et elles vont beaucoup moins communiquer. Par exemple, il y a même des marques qui n'ont pas encore de compte TikTok, comme Hermès par exemple, et même Chanel par exemple, ils vont beaucoup moins poster, enfin, dans la manière de communiquer, on voit aussi cette différence. J'ai passé beaucoup de temps pour vous expliquer le tournant qu'a pris Gucci à partir des années 2015-2016 sous Alessandro Michele, mais je trouve que c'était assez important de montrer que la marque a changé de stratégie à 360 degrés. Et ce changement de stratégie, ça fait que Gucci a gagné en popularité chez une clientèle jeune et moins fortunée, et que la clientèle d'ultra riches qui consommait Gucci à l'origine s'est un peu détournée de la marque pour aller dans des marques qui ont conservé les codes du luxe comme Chanel, Hermès, Delvaux, toutes les marques que j'ai citées précédemment. Cette nouvelle stratégie de Gucci, elle était très bonne pour conquérir une nouvelle clientèle parce que ces jeunes un peu moins fortunés, c'était pas des acheteurs du luxe à l'origine, donc c'était une très bonne stratégie pour réussir à les amener à consommer du luxe. Sauf qu'en se concentrant sur une clientèle moins fortunée, Gucci et tout le groupe Kering, ils deviennent dépendants d'une clientèle qui est beaucoup plus sensible aux aléas économiques. Parce que lorsqu'il y a une crise et de l'inflation comme en ce moment, en fait, les personnes qui vont être le plus impactées, le plus vite et le plus fortement, c'est cette classe moyenne et moyenne supérieure qui achètent du luxe de manière un peu plus occasionnelle, et c'est pas la clientèle d'ultra riches, parce que lorsqu'il y a une crise économique et de l'inflation comme en ce moment, en fait, les personnes qui vont être le plus impactées le plus rapidement et le plus longuement, c'est cette classe moyenne et cette classe moyenne supérieure qui achètent du luxe de manière un peu plus occasionnelle, et c'est pas les ultra riches qui consomment du luxe très régulièrement et qui ont un patrimoine qui est énorme. Forcément, ces personnes-là sont un peu impactées par l'inflation, mais beaucoup moins que des personnes de classe moyenne supérieure. Donc la stratégie de Gucci, elle a très bien fonctionné et elle a été payante pendant 5, 6, 7 ans. Mais une stratégie de maison de luxe, c'est de capitaliser sur le long terme en créant des produits iconiques et intemporels, et en gardant ce sentiment d'exclusivité pour que les produits restent désirables. Et c'est ce que font très bien ces concurrents qui ont une stratégie qui est beaucoup plus axée luxe, comme Chanel, Hermès ou même Goyard, qui ont ce type de stratégie très basée sur l'exclusivité de la distribution et l'intemporalité de ces pièces. Ces trois marques, elles vont créer et vendre des pièces intemporelles et contrôler scrupuleusement leur distribution dans leurs boutiques en propre ou seulement quelques corners, quitte à créer des pénuries. On peut en parler avec la stratégie d'Hermès pour les côtes à bagues, Birkin et Kelly. Ils vont faire des listes d'attente, le système est un peu opaque. Il y a certaines personnes qui vont attendre 2, 3, 5 ans pour avoir un sac Birkin. Et ça, c'est une stratégie qui est voulue et qui est controversée parce que les clients sont pas toujours contents. Mais c'est une stratégie qui marche bien pour garder ce sentiment d'exclusivité et donc de désirabilité de la marque. Et dans cette vidéo, on a focus sur Gucci, mais selon moi, toutes les marques du groupe Kering, c'est plutôt des marques qui ont une stratégie de marque de mode
plutôt que des marques qui ont une stratégie de marque d'héritage de luxe. Et toutes les notions dont je viens de vous parler sur le prix, la communication, la distribution, etc., je les sors pas seulement de mon cerveau, c'est en lisant ce livre Luxe oblige de Jean-Noël Capferrer et Vincent Bastien que j'ai appris beaucoup de choses sur les stratégies des marques de luxe, la différence entre marque de luxe et marque de mode. Franchement, si vous travaillez dans ce secteur ou que vous voulez travailler dans ce secteur, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est une véritable bible. On apprend tellement de choses à l'intérieur, il est ultra complet. Et du coup, si on reprend l'approche des auteurs de ce livre, une marque de luxe, elle doit absolument éviter d'utiliser les codes du mass market pour vendre. Elle doit rester exclusive, quitte à se couper d'un marché sur le court terme, mais elle doit vraiment capitaliser sur le long terme pour garder une image luxueuse et exclusive. Selon eux, le plus important pour une marque de luxe, c'est de contrôler son image avec une grande discipline. Et une marque de mode, elle peut jouer avec les tendances et les codes du mass market, mais c'est totalement incompatible avec une stratégie d'une marque de luxe. On arrive à la situation actuelle de Gucci. Depuis 2022, la marque connaît un gros ralentissement de ses ventes et il y a une grosse perte en désirabilité de la part des clients. Selon moi, c'est dû à plusieurs choses. Premièrement, c'est parce que Gucci a vraiment surfé sur cette hype du maximalisme, des gros logos, et cette tendance, elle est vraiment terminée. On est revenu depuis 1 ou 2 ans à une tendance un peu plus luxe discret, quiet luxury. On n'aime plus forcément les choses avec des gros logos. On va préférer des designs un peu plus simples, un peu plus épurés, un peu plus élégants. On le voit avec les réseaux sociaux où il y a eu depuis 2 ans, je crois, la tendance des looks old money, des looks avec du tweed, sans logo, avec du lin, des belles matières. Et Gucci s'inscrit pas forcément dans cette tendance parce qu'ils se sont fait connaître avec le gros logo Gucci, le double G, les énormes imprimés. Vraiment une tendance maximaliste qui est plus du tout à la mode aujourd'hui. Du coup, les marques qui ont la cote en ce moment, c'est les marques qui surfent vraiment sur le luxe discret, comme Bottega Veneta, comme The Row ou même comme Hermès. Donc Gucci est totalement dépassé à côté de toutes ces marques-là. Deuxièmement, je trouve que le positionnement de Gucci est un peu flou entre mode et luxe. On ne sait pas trop où positionner la marque. Comme je l'ai dit précédemment, par leur choix de prix, de collection et de distribution, Gucci, ils ont voulu séduire une clientèle plus large, mais ils en ont un peu perdu leur image exclusive. Et s'il y a bien un adjectif pour décrire le luxe, c'est l'exclusivité. On n'a pas envie d'acheter un sac plusieurs milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros lorsque tout le monde l'a. C'est un peu humain. C'est aussi pour ça que le Birkin chez Hermès fonctionne autant, parce qu'il est dur à avoir. Et pareil, le sac classique chez Chanel, il n'est pas dur à avoir, il n'y a pas de liste d'attente, etc. Mais c'est un sac qui est à un tel prix maintenant que la sélection se fait beaucoup par le prix, alors que Gucci, c'est une marque qui est vue très exclusive, très facile à avoir parce que on voit les sacs partout, on peut les commander très facilement sur internet. Il y a aussi beaucoup de pièces Gucci qui sont en vente dans des magasins outlet comme la Valley Village, comme les villages outlet Sanremo en Italie. Et donc le fait qu'on puisse les retrouver à des prix battant toute concurrence 6 mois après qu'ils soient sortis en boutique, ça donne vraiment pas envie de les acheter plein prix en magasin. Donc du coup, la marque, elle est venue très accessible et on se dit, bon bah une paire de chaussures Gucci ou un sac Gucci, on peut se l'acheter facilement, on peut la commander sur internet à pas forcément très cher. Et si on attend 6 mois ou 1 an, on pourra l'acheter à la Valley Village à la moitié du prix. Alors que les marques qui ont une vraie stratégie luxe, elles ne font jamais de soldes, à moins que ce soit des soldes assez confidentiels, des soldes de salariés, ou même par exemple les ventes Hermès qui sont que pour les très bons clients. Mais on verra jamais du Chanel, du Hermès dans des magasins comme la Valley Village ou Sanremo. C'est pas du tout dans leur stratégie et c'est comme ça qu'elles arrivent à garder ce sentiment d'exclusivité. Le choix de la collection et des pièces qui ont été créées, ça joue aussi sur l'essoufflement de Gucci selon moi, parce qu'ils ont tellement voulu surfer sur les tendances avec des pièces avec des gros logos, des pièces maximalistes qu'ils n'ont pas réussi à imposer d'intemporel comme un Chanel avec son sac classique ou même comme un Louis Vuitton avec le Neverfull, avec le Alma Bébé ou le Speedy. Chez Gucci, il n'y a pas vraiment d'intemporel. Les intemporels de Gucci, c'est des sacs qui ont été créés sous Guccio Gucci, donc il y a quasiment 100 ans. Des sacs comme le Horsebite, comme le Bamboo, des sacs comme le Jackie. Et c'est pas les sacs qui se vendent le plus, les sacs qui se sont vendus le plus pendant les années folles de Gucci, c'est des sacs comme le Marmont en velours.
mais du coup, Gucci a pas réussi à imposer d'intemporels qui réussissent à se vendre dans le temps, contrairement à d'autres concurrents. Par exemple, chez Louis Vuitton, les ventes du Neverfull, elles sont assez constantes. Pareil pour le Speedy, il y a des gens qui achètent des Speedy tous les ans, alors que chez Gucci, ils essayent de relancer le Jackie en ce moment, parce que le Jackie, c'est pas un sac qui se vend de manière constante, assez régulièrement tous les ans. Et dernière chose, selon moi, c'est que Gucci, ce n'est plus une marque qui parle à la clientèle d'ultra luxe. Les ultra riches, ils vont préférer des maisons de luxe plus exclusives comme Hermès, Loro Piana, Brunello Cucinelli ou encore Zegna. Gucci, c'est une marque qui reste très forte chez les jeunes et aussi chez les clients un peu plus occasionnels du luxe comme les classes moyennes supérieures, mais elle a perdu ce vivier de clientèle d'ultra luxe que cible très bien Hermès par exemple. Après, personnellement, Gucci, c'est une maison que j'aime encore énormément et tous les sacs que j'adore, ce sont vraiment les intemporels de la marque, comme le Jackie, le Horsebite et le Bambou. Et j'ai l'impression que la maison Gucci peut vraiment revenir dans ces prochaines années. Avec l'arrivée de Sabato De Sarno à la direction artistique de la marque, j'ai l'impression qu'ils essaient de changer leur image et qu'ils essaient de revenir à une esthétique plus sobre et plus élégante et de réimposer leurs intemporels. Donc j'ai l'impression que Gucci sont vraiment en train de faire un retour en arrière, qu'ils veulent quitter cette image très mode et qu'ils veulent revenir à une marque d'artisanat et d'héritage du luxe. On le voit avec tous les sacs qui sont en train de remettre en avant en ce moment. Sabato De Sarno, il est en train de retravailler les sacs Jackie, Horsebite et Bambou pour remettre en avant les intemporels de la marque et les ancrer vraiment dans l'histoire de la maison. Ça prouve vraiment que Gucci, ils ont plus du tout envie de capitaliser sur des tendances passagères. Il y a aussi, j'ai l'impression, un recentrage sur l'exclusivité. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une collaboration entre Gucci et une marque mass market. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de contrôle sur la distribution, notamment dans les magasins outlet. On retrouve moins des modèles iconiques. Il va y avoir plutôt des modèles de collection et là qui sont plutôt des modèles tendance. Mais les Jackie, Horsebite, Bambou, j'ai l'impression qu'on les retrouve plus forcément dans la Vallée Village et les magasins outlet. Mais dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous parler de la stratégie de la marque et de la différence entre une marque de mode et une marque de luxe. Et pour ça, je trouvais ça important d'axer sur la stratégie de Gucci et le fait que d'être passé d'une stratégie de maison de luxe d'héritage à celle d'une maison de mode, ça lui a fait perdre le cœur de sa clientèle d'ultra riche et ça a fait perdre aussi l'identité de la marque et du coup, c'est une marque qu'on a du mal à positionner. Écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je suis vraiment preneuse de tous vos retours en commentaire. C'est la première fois que je vous fais une vidéo sur la stratégie d'une marque, donc j'aimerais vraiment avoir vos conseils pour m'améliorer, que ce soit sur la manière d'organiser la vidéo, la longueur de la vidéo et même sur des marques que je pourrais analyser dans une prochaine vidéo. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, vos retours positifs, négatifs, je lirai tout avec grande attention. Et dans une prochaine vidéo qui parle des stratégies des maisons de luxe, j'avais envie de vous parler d'Hermès parce que c'est l'une des maisons qui s'en sort le mieux malgré la crise du secteur du luxe. Et un autre sujet que je trouve intéressant, c'est pourquoi le groupe LVMH est beaucoup moins touché par la crise chinoise que le groupe Kering. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces deux vidéos vous avez envie de voir en premier, comme ça je la prépare très rapidement. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe et des actualités sur le secteur du luxe, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.